suis arrivée en Occident. Je suis arrivée en Occident la première fois à 21 ans. Hein. J'étais tellement dans cette vision que ça y est, je vais entrer dans le monde où on a tout compris. Je vais entrer dans le monde où plus personne n'est misérable ni malade. Donc j'étais en admiration. Je regrettais même que des gens de ma famille ou même des Malgaches puissent être restés à Madagascar et pourquoi on ne les ramène pas. Hein. Et puis donc, c'est petit à petit en observant en fait le monde et aussi en rencontrant Tal, qui enseignait déjà en ce moment-là et qui était vraiment de renommée internationale, que petit à petit je me suis dit, mais de quoi a-t-on besoin en fait par ici pour ensuite aboutir aux deuxièmes questions tout aussi importantes. Qu'est-ce qu'on a en fait d'important, nous, les peuples premiers, comme Chirac le disait, et qui pourrait éventuellement être ramené ici. Parce que si j'apprécie ce que Tal a apporté, vu qu'il est vraiment dans toutes les dimensions de la santé, donc ça parlait au cerveau gauche, rationnel, mais ça parlait aussi au cerveau droit. Pour une fois, je me suis dit, ah bah tiens, voilà quelqu'un qui parle des qualités des gens des pays naturels. Alors tu comprends bien que je sois séduite par cet homme, que je trouvais génial. J'ai dit, enfin, voilà quelqu'un qui est complet. Et moi, dans ma personnalité, j'ai beaucoup appris de lui d'abord. J'ai intégré tout ce qu'il apportait, mais en même temps, il y avait toujours des parties de moi qui se disaient, mais toi, qu'est-ce que tu as en fait de valeur que les gens de chez toi négligent petit à petit et que les gens d'ici cherchent absolument, après avoir été très loin dans la technologie, dans l'intelligence rationnelle, oui, c'est quand même un monde déjà robotisé ici. Et c'est comme ça que j'ai pu voir que mes qualités de chaman, alors même que je n'appelais pas ça chaman, parce que chez nous c'est plutôt sorcier, et encore dans un terme malgache qui est très péjoratif en France. Le mot sorcier, c'est péjoratif en France. Et en malgache, les gens ne connaissent pas très bien, donc chaman, qu'est-ce que c'est? Mais en comprenant ce qui se passe, en rencontrant des chamans, évidemment, j'ai réalisé très vite que j'avais des dons, j'avais des talents, j'avais des choses à partager. Et puis ensuite, lorsque j'écoutais les choses de la santé naturelle et tout ça, bio, et j'ai dit, mais c'est exactement ce qu'on vit, malgré que l'introduction de la cuisson a été presque imposée par les dispensaires, justement. Parce qu'on racontait dans les villages les plus profonds qu'il fallait absolument cuire pour tuer les microbes. Donc petit à petit, les gens ont abandonné cette aptitude à consommer du cru de la nature et en fait pour se retrouver encore plus malade. Et puis en arrivant en Occident, j'ai découvert qu'il y avait encore plus de malades et des malades touchés par des maladies invraisemblables qui n'existaient pas dans mon pays. Donc là, on a les techniques naturelles, les gens n'étaient pas vraiment malades de manière spectaculaire avec ces maladies de dégénérescence dites des maladies de civilisation, alors qu'ici, là où les gens sont intelligents, où les machines, oh là là, nous épatent, la télé, tout ça, vraiment, on est très très loin. Et ici, les gens sont malheureux. Pas tous, heureusement. Ils sont malades et leur maladie
sont des maladies, même des fois spécifiques, dues à la civilisation et qui s'appellent des maladies de civilisation ou des maladies même, ça c'est encore plus grave de découvrir ça, dues aux effets secondaires des médicaments et qu'on appelle les maladies iatrogènes. Alors, je pense que pour quelqu'un qui vient d'un pays comme le mien et qui est né en brousse, qui n'est jamais sorti de brousse, c'est le monde à l'envers. Alors, du coup, j'ai commencé à me laisser guider de nouveau, parce que je dis de nouveau, parce que j'ai toujours été en contact avec des esprits, des guides spirituels. Je faisais spontanément des voyages hors du corps depuis l'enfance, avant même de savoir que ça existe. Mais en arrivant en Occident, je voulais tellement être civilisée, faire partie de ces gens, bien être reconnue que j'ai dit ah non, un chamanisme, des esprits, les guides spirituels, les anges, stop, ça ne vaut rien, je vais m'orienter vers ce qui est juste, palpable, je vais être civilisée. Mais quand j'ai vu tout ça, je me suis de nouveau rappelé qu'il y avait vraiment des êtres fabuleux qui m'accompagnaient, qui m'ont tellement appris des choses, qui m'ont tellement émerveillée, qui m'ont tellement montré la beauté des mondes. Ça me fait presque pleurer. Des mondes d'ici, mais aussi des mondes d'ailleurs, que je me suis rendue. J'ai dit, ah non, c'est pas du bonheur ce que j'ai acquis en restant une dizaine d'années ici, mais c'est plutôt un besoin, comme un puits noir, d'être reconnu, de ressembler à, et d'aboutir à plus de souffrance ou à de la souffrance méconnue de chez moi. Alors, je me suis retournée à l'intérieur de moi et comme je me suis retournée à l'intérieur de moi et que j'écoutais de nouveau mon cœur et ma tête qui étaient en harmonie, ça a suffi pour que, lorsque je me suis réendormie cette première fois-là, le contact avec ces êtres a été rétabli. Mais de là, au lieu de me recevoir des reproches, de me faire, j'ai plutôt entendu que tout était très très bien fait, que tout était à sa place et que ce n'est pas par hasard que je suis née dans un pays comme Madagascar, mais que dans des vies passées, parce que avec les esprits, j'ai pu voir qu'on ne vient pas la première fois, que les gens y croient ou pas. Je ne suis pas là pour les obliger, mais seulement pour raconter ce que j'ai pu vivre. Et donc, il disait que c'était pas pour rien que j'étais à Madagascar, mais c'était pour ça. Et puis ensuite, c'était pas pour rien cette cassure avec Madagascar et les Malgaches pour me plonger dans cette civilisation de la technologie, de la modernité, des maisons en pierre qui montent vers le ciel. Parce que quand on voit au New York la première fois, d'accord, Paris c'est déjà très épatant, mais vraiment, c'est le règne de l'être humain, c'est le règne de l'homme. Donc, du coup, là, les êtres qui m'accompagnaient disaient non, mais c'est bien que tu aies pu voir tout ça parce qu'il fallait que tu fasses le tour pour retenir l'essentiel. Et c'est très bien d'avoir vu ce qui manquait aux gens, aussi bien ici qu'à Madagascar, parce que la continuité de ton chemin va passer par ça. Et donc, il serait temps que tu te rappelles des outils chamaniques que tu avais appris pour soigner. Et j'ai du coup vu que les outils chamaniques étaient exactement les mêmes qu'on utilise dans ce qu'on appelle le développement personnel. Donc, du coup, j'avance sur mon chemin, j'écris des livres, je commence à enseigner le chamanisme, je commence à enseigner, je fais même du coaching de maladie. C'est-à-dire que je reçois des gens que je guide à travers ce que j'ai, mais aussi à travers ce que Tal propose, avec des mots qu'ils peuvent comprendre,
les gens viennent, du coup, ils apprennent à préparer des aliments autres, ils apprennent à gérer leurs émotions, ils apprennent à voyager, entre guillemets, ils apprennent à se connecter. Et puis, une fois que tout ça était en place, petit à petit, j'avais déjà écrit, je faisais déjà des conférences. Voici que je perds mon frère, le premier frère que nous avions, le premier garçon dans la famille, qui est venu après 3 filles qui se sont disputées pour être reconnues comme garçons, qui sont vraiment avec des parents qui voulaient des garçons, c'est encore une autre histoire. Et ce frère se fait assassiner. Et là, du coup, malgré ce que j'ai appris, abasourdie, mais furieuse, me sentant mais vraiment injustement affectée et trouver que mon frère ne méritait pas ça, je n'arrivais plus à dormir, je n'arrivais plus à vivre. Je voulais consacrer le restant de mes jours à trouver les assassins, mais par la police, et ensuite aboutir même à des punitions. J'avais même des désirs de meurtre, de vengeance. Un soir, mon frère, pas un soir, mais disons qu'après avoir essayé à moult reprises d'entrer en contact avec moi, parce que j'ai fui, je ne voulais pas, j'avais peur, même dans mon sommeil, que ce soit dans la nuit ou que ce soit au petit matin, ou que ce soit... Bref, je voulais éviter le contact. J'ai déjà vu des morts, hein, parce que je suis clairvoyante et clairaudiente, je les entends, les amérantes, je les vois, comme je vois les enfants qui viennent naître, comme je les entends. Donc, mais cette fois-là, je ne pouvais pas fuir. C'est comme si le temps était que je reste et que j'écoute mon frère. Et moi, j'ai juste une question, mais là, alors là, très logique, qui me vient. Comme tu voulais connaître les assassins de ton frère, pourquoi tu t'es fermée? Pourquoi tu avais si peur qu'ils viennent te parler? Parce que lui, il aurait pu te le dire facilement. Mais non. Quand mon frère se présentait, je n'étais pas avec mes partis qui pensaient comme ça. J'ai même presque peut-être oublié que je voulais ça, tellement son image faisait naître en moi d'autres partis. Et ce qui était important, c'était plus mes objectifs. Ça, c'est quand on va dans la tête, qu'on pense que on va dire ça, on va dire ça. Mais en fait, on s'adapte à la situation et les parties de nous qui sont concernées par la situation se mettent en avant. Et justement, je parlais de ces parties-là. Parce que je voyais depuis mon enfance, autour de la tête de chaque personne, des personnages de tous les âges, de tous les niveaux de conscience, qui me montraient qu'on n'était pas seulement des êtres lumineux, mais qu'on pouvait être lumineux dans certaines parties de nous et d'être très sombre dans d'autres, ou d'être très sortable dans certains côtés de nous, mais d'être invivable dans d'autres. Et donc, du coup... Et juste, quand tu dis que tu voyais ça autour des gens, c'est qu'est-ce que tu vois, en fait? Je vois des personnages d'énergie autour de la tête de chaque personne. Et ces personnages peuvent tout à fait se présenter comme nous, les êtres humains, de tous les âges, des deux sexes, ou ils peuvent se présenter comme la nature. C'est-à-dire que s'ils veulent parler d'une force, d'une puissance, je veux voir une montagne, ou s'ils veulent parler de quelqu'un qui est dans la légèreté et qui est dans la subtilité et qui s'envole dans la lumière, je pouvais voir des signes, ou si c'est quelqu'un qui a la vision très perçant, je pouvais voir le lynx, ou si je pouvais voir, voilà, etc. Des images symboliques. Un séducteur, je pouvais voir un coq. Les images étaient symboliques. Donc ça peut être des animaux, comme ça peut être la nature, comme ça peut être tout simplement des êtres humains. Donc c'est comme si le corps... Autour, tu vois, il y a des images qui apparaissent. Oui, il y a des images qui m'apparaissent autour de la tête de chaque personne. Alors, une personne, par exemple, un vieux qui est dominé par un côté très sage, qui a toujours des leçons à donner, au-delà de son être, je vois un vieillard
ou une vieille, on dit une vieillarde, mais sans être péjorative, mais dominée. Et si le personnage est vraiment décentré, c'est éboursouflé au-dessus de tous les autres personnages qui nous composent. C'est-à-dire que la partie la plus dominante de nous règne sur les autres. Donc j'avais le choix de pouvoir entendre les facettes, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu des ennuis avec une de mes tantes qui un dimanche, on recevait des gens après un baptême à Ambrousse, et elle racontait, ah oui, vous avez vu le nouvel instituteur? Ouais. Mais c'est incroyable, alors que je suis mariée, j'ai des enfants, il n'arrête pas de venir ici se renseigner dans tous les sens, et vraiment tous les jours il vient me voir pour toujours me poser des questions sur le village, surtout dans le village. Alors qu'il y a tellement de gens qui sont là. Et moi, j'ai très peur parce que si mes parents voyaient ça, alors que mes parents ont choisi un mari pour moi, ils vont avoir honte. Et si mon mari apprenait ça des villageois, je vais passer pour quoi? Là, elle était en colère. Et puis brusquement, elle changeait de ton. Et moi, je voyais ce qui se passait. Elle disait, il n'empêche que, alors qu'il y a tellement de jeunes filles toutes fraîches dans le village, et que moi, je suis vraiment à mon âge aujourd'hui, et tout est mariée, c'est quand même étonnant que c'est à moi qui s'adresse. Non, vous ne trouvez pas, hein, les filles? Là, du coup, comme je voyais en plus que j'entendais les personnages, je voyais l'enfant qui avait peur de ses parents, et je voyais la séductrice et l'amante aussi, parce qu'on lui a choisi son mari. Alors là, du haut de mes 6 ans, je me suis arrêtée et je lui disais, ma tante, pourquoi tu parles seulement d'un personnage avec son ressenti sans partager ce que l'autre dit aussi officiellement? Là, elle s'est arrêtée, mais elle m'a donné une gifle en disant, ça ne regarde pas les enfants, allez, va jouer loin de nous. Mais avec ce genre d'ennui que j'avais en voyant les personnages, je croyais qu'en fait, c'était pas bon de voir les personnages. Et en fait, c'était la forme qui empêchait les gens de m'entendre lorsque je les présentais, parce que j'en parlais n'importe où, n'importe quand. Donc, si c'est bon d'être médium, c'est bien aussi de pouvoir entendre et recevoir pour pouvoir choisir le bon moment pour apporter l'information. Mais je me suis coupée avec ça parce que je trouvais que ça m'apportait trop d'ennui. D'accord. De voir les personnages, parce que j'accusais plutôt ma tante d'avoir été violente que de me remettre moi en question, que c'était pas le moment de... Oui. C'est peut-être dommage. Je t'ai un peu dévié, tu parlais de ton frère. Je vais y arriver justement. Ouais, c'est bon, je t'ai pas coupé. Non, pas du tout. Non, c'était tout à fait dans l'ordre. Alors donc, je voyais ces personnages, mais je ne savais pas les moments de les présenter. Parce que j'étais convaincue surtout que les gens voyaient la même chose que moi. Et je voyais que les auras des gens, ça venait des personnages. Mais à force d'avoir été rejetée quand je les présentais, je me suis mise en tête que c'est voir ça qui est dangereux pour moi, petite fille. Donc, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, j'arrête ça. Et j'ai coupé, en fait, je me fermais les yeux dès que je voyais les personnages. Je me disais, non, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je ne veux pas entendre. Et j'ai grandi comme ça. Et quand mon frère décédé a fini ce jour-là par s'imposer, plus tard, j'ai appris que le timing était juste, que je ne pouvais plus fuir. Mais à ce moment-là, on n'est pas toujours conscient de tout. Hein. Oui. Et là, mon frère, il me dit, arrête-toi, Joanne. Arrête-toi. Je dois absolument te parler. C'est très important que tu saches. Je ne suis pas là pour te harceler. Je ne suis pas là pour te persécuter. Je ne suis pas là en étant un danger pour toi. Je sais que tu es triste. Je sais que tu n'acceptes toujours pas ma mort. Je sais que tu regrettes. Je sais que tu veux consacrer le reste de ta vie et même le peu de moyens financiers que tu as à chercher mes assassins. Mais c'est pas juste, Joanne. Et au lieu de m'expliquer, d'expliquer ce que je vois, ce que je vis, je vais commencer seulement par te poser une question. Est-ce que tu te rappelles
que tu voyais depuis l'enfance autour de la tête de chaque personne, ces personnages intérieurs d'énergie que tu as baptisés les SPPA ou les sous-personnalités psychoactives. Tu l'avais déjà fait alors? Je ne l'avais pas vraiment baptisé officiellement, mais à l'intérieur de mon être, quand je voyais ces personnages, je les avais quand même nommés en malgache, comme si c'était des parties de nous, puisque je les voyais, ça nous concernait. Ils étaient réellement le reflet de ce que nous vivons, de ce que nous pensons, mais par personnage. Alors que nous, on s'est convaincus qu'on était des blocs de personnes. Donc, je les avais déjà en fait baptisés des parties de nous, mais dans mon langage à moi. Plus tard, j'ai structuré l'enseignement en trouvant le nom, en ayant même découvert l'existence et les fonctions de Bouboule, qui est l'ego. Mais à ce moment-là, c'était encore le bazar, on va dire. Je pouvais aller à l'intérieur de moi, mais c'était encore le bazar parce que ce n'était pas structuré. Vu que je venais tout juste de connaître Tal, qui est quand même à l'origine de ma remise en question sur ce qui est important vraiment, aussi bien dans ma vie, dans sa vie, mais dans la vie de l'humanité. Et là, je m'arrête et il me dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, tu as vu qu'on a des personnages plus immatures que d'autres? J'ai dit oui. Tu as vu qu'on a des personnages que l'on ne sait pas assumer par rapport à d'autres? J'ai dit oui. Tu as vu qu'on a des personnages qui ont des objectifs différents des autres? J'ai dit oui. Alors, il me dit, arrête de chercher mes assassins. Parce que tu fais partie de mes assassins. Là, vraiment, un choc. Le choc. Et c'est pour ça que j'ai creusé par la suite, pour bien apprendre comment fonctionnent ces personnages. J'ai consacré des années à me laisser guider par les esprits pour les étudier dans leur comportement, dans leurs objectifs, dans les compétitions qu'ils vivent entre eux, dans les compétitions avec eux et le monde extérieur. Les mésententes entre les êtres. Pourquoi ces mésententes? Ça vient de quel personnage? Mais j'étais d'abord abasourdie. Évidemment, mon réflexe, c'est de me défendre. J'ai dit, c'est n'importe quoi, pour deux raisons très précises. D'abord, je n'étais pas à Madagascar quand tu es mort. J'étais en France, j'étais en Suisse. Et de deux, je suis déjà thérapeute. J'invite déjà les gens à se considérer, à respecter toutes les formes de vie. Je peux quand même pas, moi, te tuer. Il me dit, je ne veux pas rester longtemps, Joanne. Je vais tout simplement t'inviter à regarder. Quelles sont les facettes de toi qui ne m'ont jamais aimée? Quelles sont les facettes de toi qui ont toujours trouvé que j'étais un poids dans ta vie? Donc du coup, j'ai dû restructurer l'enseignement, réétudier tout, par intérêt personnel d'abord. Parce que je voulais vraiment me découvrir. Je voulais mettre les doigts sur les facettes de mon être, aux besoins pouvant être honteux, inadmissibles. J'étais très dans la réflexion, dans la méditation, en même temps que j'étais en colère contre mon frère, parce que cette vérité, en fait, qui vient comme ça, c'est comparable à un flash qu'on vous met dans la figure alors que vous êtes, par exemple, dans le noir, surtout. Je lui en ai vraiment terriblement voulu. Mais il y avait toujours en moi l'intérêt de comprendre quelque chose, de fouiller à l'intérieur de moi-même, d'aller à ma rencontre avec tout ce que je suis. Et lorsque je commençais à être prête, mon frère a disparu pendant longtemps. Et à peu près 10 jours après, le revoilà. Et c'était pas quand je dormais, mais c'était au petit matin, quand je commençais déjà à vouloir faire bouger certains membres de mon corps, ou
à sentir que je suis réveillée. Quoi. C'était 10 jours après cette première première-là, voilà. Et là, il est revenu et il me dit, alors, Joanne, je ne fuyais même plus quand il venait, parce que je voyais que c'était impossible. Alors, Joanne, et là, j'ai dit, ça y est, c'est parti. Comme quelque chose, un chemin que vous devez absolument emprunter. C'est une question de vie ou de mort. Votre bonheur même à vous-même dépend de ce chemin que vous devez traverser. J'ai dit, oui, en effet, je me suis bien rappelé des personnages et ce que tu as dit m'a vraiment perturbée. J'ai commencé à me remettre en question et c'est vrai, j'ai vu là où tu as vraiment été un poids pour moi. Alors il me dit, est-ce que tu as besoin que je t'aide ou est-ce que tu vas essayer de me dire? J'ai dit, écoute, je vois un peu, mais c'est tellement difficile et dur que je t'avoue que j'y arrive pas. Je vois des personnages, mais dès que je les approche, c'est comme s'ils disparaissaient ou ils fuyaient. J'ai vu plus tard qu'avec la plupart des gens, c'est comme ça. C'est que quand c'est trop fort, on a le blanc. Ce qu'on appelle on a le blanc. Et là, mon frère a dit, et il prend un tableau, alors qu'il est mort, hein, il prend un tableau noir, comme si on est dans une salle d'école, il se met à côté d'un tableau noir, et il me dessine les personnages comme je dessine aujourd'hui. La fleur, tu veux La dire? fleur, oui. En fait, c'est de mon frère que j'ai eu ça. C'est pas mon frère qui m'a présenté les personnages. Je les ai vus tout seul. Mais mon frère m'a ramené à la surface ces personnages que j'ai déjà mis de côté en pensant que c'était pas utile de les connaître, que c'est un enseignement qui servait à rien, que d'avoir des ennuis. Et il commence à faire la fleur et à nommer les personnages. Tu vois ici, tu es l'épouse de Tal. Tu vois ici, tu es la maman de tes enfants. Tu vois ici, tu es ma sœur. Tu vois ici, tu es une femme d'affaires. Tu vois ici, tu es enseignante. Tu vois ici, tu es chamane, thérapeute. C'est pas pareil. Enseigner, c'est parler des belles choses. Et être thérapeute, c'est pratiquer et donner des soins, hein, donner de la guérison à toi-même et aux autres. Alors, il me dit, est-ce que tu peux déjà essayer de voir lesquels de ces personnages n'ont rien à voir avec ma mort et lesquels sont impliqués dans ma mort? Là, vraiment, je souris parce que c'est très beau, mais la foudre est tombée sur ma tête. La honte, le mal-être, quelque chose d'indescriptible, la culpabilité, et surtout avec quelqu'un qui est déjà mort. Il me dit, non, je ne suis pas là pour que tu souffres, je suis là pour t'apporter de la lumière, je suis là pour que tu remontes, je suis là pour que tu vois plus clair, je suis là pour que tu puisses avancer merveilleusement avec ce qui t'attire. Là, j'ai commencé à respirer. Je suis là parce que la lumière doit régner, Joanne. Je suis là parce que la conscience doit régner, Joanne. Je suis là parce que l'amour doit régner. Je viens des mondes de lumière dans mes parties qui viennent te voir, qu'il me dit. Dans mes parties. Alors j'ai dit d'accord. J'ai entendu dans mes parties, mais je n'ai pas relevé ce jour-là parce que je me suis dit, c'est pas le temps, et puis c'est pas ça qui m'intéressait. Hein? Alors j'ai regardé le tableau et il me dit, lesquels, à ton avis, qui pouvaient s'allier avec mes assassins qui ont réellement été armés et qui m'ont enlevé la vie physiquement? Alors je dis, il dit, lesquels avaient prié plusieurs fois de ne pas m'avoir comme frère, mais ne me laissaient pas du tout. Lesquels avaient envoyé des prières pour dire que tu en avais marre, que j'étais lourd, que ta vie serait tellement mieux sans moi. J'ai regardé et là j'ai vu que
justement, dans ma femme d'affaires, comme je voulais être aimée par mes parents qui voulaient absolument un garçon, je ne suis pas parvenue à être un mec, alors même que jusqu'à presque 15-16 ans, j'ai réussi à faire de mon corps un corps de garçon. Je n'avais même pas de sein. Je me suis même mise soutien-gorge avec du coton dedans, tellement j'étais complexée avec mes copines. Et j'ai entendu ma femme d'affaires, en grandissant, bien avant même que je sois ici, tu devrais te relever pour aider les parents financièrement. Et du coup, je suis la seule dans la famille à m'être levée pour aller trouver du travail pour apporter de l'argent à ma mère. J'ai déterré du charbon à des endroits où les gens vendaient du charbon. J'ai gardé des enfants. Alors que dans mon pays, les gens ont très peu la conscience de chercher du travail dans la région où j'étais. Mais j'ai développé cette conscience ou j'ai ramené cette conscience d'ailleurs. Et je travaillais, à chaque fois que je rapportais de l'argent, je vais avec ma mère, regardez, même mon père disait « Ah, vraiment, Joanne, c'est... » Il ne disait pas « c'est le garçon », mais en énergie, on peut compter sur elle. Et j'ai même fait mieux que ça. Plus tard, lorsque j'étais mariée, j'ai dit, dès que j'avais un peu d'argent, j'ai aidé aussi mon propre frère qui est assassiné, pour que mes parents m'aiment encore plus, parce que même j'aide aussi ce garçon qu'ils aimaient. Donc en fait, mais au fond, c'est comme si j'essayais de le détrôner. Et c'est ce côté qui essayait de détrôner, de lui entacher en fait sa réputation, que je ne pouvais pas voir. Les larmes tombaient. C'était un véritable... un ouragan. Oui, quelque chose qui était glorieux pour toi est devenu très noir. Oui, parce que tout compte fait, je voyais la manipulation négative, parce qu'il y a la manipulation constructive, positive, mais la manipulation négative, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être préféré. Et aujourd'hui, je me dis, c'est dommage que les parents fassent ça parce que, en fait, ils poussent même les enfants à s'entretuer sans se rendre compte. En plus d'infliger des souffrances incroyables, et j'espère que ce que je dis va éveiller tous les parents de la planète Terre. Ouais. Et après ça, j'ai regardé encore et j'ai vu que le côté parent de mes enfants voulait aussi l'éjecter. Parce qu'à chaque fois que je donnais de l'argent, pour aider ma famille, mais aussi pour aider surtout mon frère. Mon côté parent disait, est-ce que tu te rends compte, tu aurais pu payer des belles vacances à tes enfants, ou acheter des vêtements de marque, ou les gâter en argent de poche. Et donc, tant que ce frère vit, jamais tu n'arriveras. Je souffrais certes, mais je constatais combien c'était juste aussi. C'était juste les plaintes de ces personnages, malgré leur manipulation. Ils étaient obligés de manipuler parce qu'ils ne pouvaient pas se révéler. Le monde ne fait pas de place pour entendre leur point de vue, leur justesse. Donc, ça passe par en dessous. Et il y avait un troisième personnage seulement, et c'est pas moi qui l'avais vu parce que j'étais déjà effondrée. Mon frère m'a dit, tu oublies le côté sœur. Qu'est-ce que tu crois quand 3 enfants, 3 filles naissent en premier et que les parents disent « Ah non, c'est toujours pas un garçon ». Non seulement vous êtes mis en compétition, déjà entre vous 3, mais vous 3, vous m'avez fait face pour m'éjecter. Et comme moi, je n'étais pas intéressée par ça, et en plus j'étais affaiblie par ces combats, je ne pouvais que choisir de mourir, Joanne. Parce que les parents ne voulaient pas non plus de moi garçon, mais garçon tendre, garçon doux. Ils voulaient de moi comme un garçon puissant, qui rapporte de l'argent, qui est macho, qui les porte et qui porte toute la famille. Mais quand j'ai vu ça, Joanne,
je ne voulais pas du tout entrer dans ça. Depuis le monde de lumière, je voyais déjà que j'avais signé ça, mais pour être dans ça, mais arriver sur Terre, non, c'était trop. Et tout ce temps de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je suis passée presque pour le raté de la famille pour finir Joël. Et il est mort en plus dans une voiture que je lui avais achetée, que j'ai envoyée de France dans une 4L. Je me suis même sentie coupable d'avoir donné cette voiture dans laquelle il a été assassiné. C'est pas parce que lui avait envie de mourir qu'il pouvait y arriver tout seul. C'est qu'il me montrait, en fait, c'est que chaque naissance, comme chaque mort, a toujours été un peu comme votée par tous. Même nos parties indifférentes jouent dans la balance de la souffrance des uns et des autres. Nos parties égocentriques qui ne pensent qu'à nous, qui ne voyons que nous, influencent la balance. Si bien que même pour la mort, pour partir dans les mondes de lumière, mon frère me disait par exemple que quand il passait au-dessus d'un couple qui s'embrassait et qui s'aimait, ça lui donnait un peu plus d'espace, de lumière et d'envol. Donc tout s'influence. D'où la phrase « les bruissements des ailes d'un papillon font bouger les étoiles ». Alors donc, c'est comme ça que je suis revenue sur ces personnages que j'avais vus et que j'ai commencé à en extraire l'enseignement, aidé par les esprits qui m'accompagnaient, guides spirituels, anges, ancêtres, que je rencontrais dans mes voyages. Et ces êtres m'avaient même permis, dans des voyages hors du corps, de stationner des fois au-dessus d'une maison familiale, au-dessus d'une vie de couple, au-dessus d'une vie de frères et sœurs, pour voir comment les égos étaient montés, comment l'ego a même pris naissance sur la planète Terre, et comment ces personnages existent, combien ils existent, en ayant vraiment chacun une mission. Et que nous pouvons apprendre à les entendre pour laisser à chacun sa place, respecter et même voir les aider. Et ensuite, évidemment, ne pas laisser n'importe quel personnage prendre le dessus sur notre ensemble. Parce que le personnage encore immature peut être dangereux aussi bien pour soi-même que pour les autres. Et son immaturité empêche le règne de la sagesse et de l'amour de régner sur la planète Terre. Donc, je suis très contente de cet enseignement que je trouve absolument fabuleux. Et je ne suis pas la seule, même si en fonction de ce que nous avons traversé, des niveaux de conscience que nous avions, nous pouvions avoir été nombreux, avoir été inspirés à voir l'existence de ces personnages, puisque on les appelle quand même déjà sur la planète Terre les sous-personnalités, les côtés, les parties, les facettes. Et on entend souvent des gens qui disent « Tiens, il y a quelqu'un qui a envie de faire ma connaissance et veut m'inviter. » C'est bizarre, j'ai un côté de moi qui a envie, qui est tenté, et j'en ai d'autres qui ont très peur, et je sens même que cette personne n'est pas si bien que ça, quelque part. Le problème, c'est que comme on n'a pas tenu à tenir compte de ces deux voies, on en choisit toujours une contre l'autre. Et c'est ça qui est à l'origine de nos souffrances. Et dans ces stages, les gens apprennent et ça leur parle, l'enseignement sur les SPPA. Même si c'est nouveau pour la plupart, parce que ça n'a pas toujours été présenté, malgré que je ne sois pas la seule à avoir été inspirée, parce qu'il y a quand même des méthodes comme l'analyse transactionnelle, la bioénergie, la constellation familiale, où on introduit un peu de ces personnages, mais
Chez moi, en fait, c'est qui est vraiment spécifique, c'est cette capacité de les identifier, de mettre le doigt sur eux, et cette puissance de les montrer là où ils en sont, sans essayer de fuir. Et les personnages ne sont pas un nombre inférieur à 10, bien au contraire. Je présente un nombre aujourd'hui qui est minimum dans les 65 personnages. Et encore, nous en avons des milliards. Ah oui. Mais que ce qui compte, c'est pas impressionner les gens par le nombre, mais c'est en présenter quelques-uns qu'ils ressentent bien et rappeler que si on travaille sur l'un, l'autre, même sur 3, 4, 5, on a déjà la lumière, on a déjà la sagesse qui vont nous permettre d'aller plus loin. Alors, une fois qu'on voit ces personnages et qu'on accepte de les voir, ce n'est pas tout de les voir et de les percevoir. Il faut aussi non seulement leur tendre les mains, mais si possible, leur donner des outils pour leur permettre d'exister. Donc des chaussures à talons, Voilà. par exemple. Par exemple, si on voit le séducteur, quelque chose de très simple. Quand on voit le goût vestimentaire de ce séducteur, est-ce qu'il s'écoute ou est-ce qu'il se met au diapason de la société? Là, déjà, tu vois l'âge. C'est émouvant de voir ces personnages, mais on ne peut pas dire qu'on est vraiment dans l'amour, dans le divin amour, tel qu'on en vit, qu'on vit actuellement dans le monde dit spirituel, nouvel âge, chamanique, que si on osait tendre les mains à leur approche, faire leur connaissance. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où en es-tu? Que puis-je faire pour toi? Peux-tu déjà accepter de recevoir de moi? Et ensuite, en fonction de l'âge, en fonction des besoins, d'abord, mais aussi de l'âge, du niveau de conscience du personnage, on va apporter des outils. Ça peut être du conseil de se vêtir, de se maquiller, ou de marcher avec plus de féminité, ou de ne pas avoir peur de la beauté de ses jambes, ou de se conduire avec ce corps, pas comme un tyran qui le saucissonne tout le temps, qui l'emprisonne, qui lui dit sans arrêt « c'est honteux comme tu es, les gens vont te prendre pour une fille de joie ou un garçon dragueur ». Bref, mais c'est d'aller faire ressentir au personnage ses rêves les plus profonds d'abord. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il aimerait vivre? Après, on va l'informer de l'état de la société. Après, on va lui permettre de trouver le moyen de vivre sans contrer cette puissance sociétale, mais en prenant quand même sa place. À défaut, on fait comme s'il n'existait pas. Alors on parle d'amour et c'est magnifique les messages d'amour là, de channeling, de chamanisme, nous sommes tous frères, mais on ne s'écoute pas. C'est comme si on passe à côté des gens avec leurs souffrances et on leur dit à chaque fois « Ah non, non, pas maintenant. Ah non, pas ce genre-là. Non, ce que tu amènes, c'est trop gros, c'est trop insupportable. » Mais on est dans l'amour. Tu vois? Moi, j'ai pas besoin de regarder les gens. J'ai besoin d'écouter mes personnages. Ouais. Et je suis capable de mettre le doigt sur mes facettes qui sont déjà rayonnantes, magnifiques, contentes, mais d'entendre les plaintes de les facettes en souffrance, qui ne s'en sortent pas, qui n'arrivent pas à faire les rencontres pour les aider à s'épanouir, parce que ce sont des contrats en fait qui lient les facettes de mon intérieur aux facettes de l'extérieur.
peux expliquer un peu mieux ça? Oui. Ces contrats qu'on appelle, donc, on parle de mission de vie. Mais moi, je rajoute contrat. Ma mission de vie, par exemple, dans mon enseignant, c'est d'inonder le monde de sagesse spirituelle, de sagesse surtout venant des esprits des guides. D'accord? Mais avant de venir, je savais déjà d'avance que j'aurais besoin d'aide pour réussir ça. Surtout cette mission-là. Je ne peux pas, moi, toute seule venir. Donc, j'ai fixé rendez-vous à quelqu'un depuis les mondes spirituels qui a accepté le contrat. Parce que cette personne m'a dit dans le monde de lumière, moi, je vais avoir les moyens financiers. Et je vais t'aider à partir de mon homme d'affaires ou de ma femme d'affaires pour que ton enseignant puisse venir à tel endroit, être accueilli. Et j'ai fait le contrat avec une autre personne qui a une facette de parent de l'univers. Donc, ce n'est pas l'enseignement, mais un parent accueillant qui va me dire « Je participe moi aussi, Joanne. Donc, quand tu vas te déplacer exactement là, ça tombe bien. Moi, je m'incarnais un petit peu dans les environs. Nous allons nous rencontrer là. Et dans les moments où tu te reposes, je vais m'arranger pour trouver pour toi un décor magnifique où pendant les temps de pause, tu vas pouvoir te régénérer. Je veux même te rencontrer pour que nous puissions marcher des kilomètres autour et que je puisse poser ma main sur tes épaules et que tu puisses t'abandonner à te confier à moi. » Du coup, ça enchaîne, sauf si tu étais partie, sauf si tu voulais rajouter quelque chose. Donc, non, mais c'est juste pour donner une image. Ouais. Hein. Et donc, la mission de vie de l'enseignant est là, qui est une mission de vie. La mission de vie de l'enfant de ses parents est là, c'est de réussir son enfance et non quitter ses parents en claquant la porte, ou les éviter les week-ends, ou couper avec ses frères et sœurs. Ça, c'est la mission de frères et sœurs. Mais les contrats qui relient les personnages sont là. Est-ce que j'ai le droit, comme ça, parce que mon bouboule, mon ego me dit un beau jour ah non, là maintenant il est temps que tu t'occupes de toi, tu dois te couconner absolument. Ah non, mais ça suffit hein, de porter un tel ou de faire avec un tel. Ah non, ne réponds même pas au téléphone. Mais tu ne crois pas que des fois, justement, la vie, elle t'emmène dans des endroits où, et quelque part, ça peut faire partie du contrat de faire vivre à la personne des ruptures brutales. Parce que des fois, tu te rends compte que tu ne maîtrises pas. Non, parce que tu n'entres pas dans le monde que je vois. Donc, de là où tu es, tu vois les choses comme ça. Ouais. C'est des séries d'enchaînements. Comme on n'a pas appris qu'on n'est pas des blocs de personnes, mais des êtres composés de multiples facettes. Comme on n'a pas appris qu'on a des missions, et ces missions nous ont fait choisir des scénarios de vie, et que les scénarios de vie engendrent des contrats les uns avec les autres, puisque nous sommes ensemble sur la même planète. Une fois qu'on est dans les ennuis, qu'il arrive tout ce que tu viens d'énumérer là, et qu'on appelle des impératifs. J'ai pas respecté le contrat qui est là, je l'ai coupé, donc du coup, le contrat qui est là est aussi coupé, ici c'est aussi coupé, et tout le monde fait n'importe quoi, et hop. Pour m'éveiller, je suis obligée de m'attirer à moi des grosses histoires, des choses énormes, puisque mon âme se dit, le séjour sur Terre n'est pas terminé, mais elle n'entend plus le message ici, elle ne reçoit plus les enseignements de là, elle ne joue même plus dans les contrats qui sont ici. Qu'est-ce que je pourrais bien lui donner comme expérience? Et nous, on se dit, mais c'est à cause de ces expériences que j'ai pas pu faire le contrat. Mais non, c'est l'inverse. Oui. Comme je n'ai pas pu faire le contrat... C'est un peu ce que... Voilà. C'est un peu ce que... Oui, je comprends. C'est un peu l'histoire de ton frère.
Oui. Là, ça a été déterminant. Voilà, c'est ça. Et il te fallait un choc Exact. aussi fort pour que... Ah ben voilà, que tu as l'exemple. Mm. Donc ça veut dire que il aurait pu ne pas mourir. Comme, là, c'est le... ouais, comme ça veut dire que j'aurais pu ne pas me conduire comme ça. Mm. Mais c'est qu'on ne communique pas sur notre planète. Pour toi, c'est... Ouais. D'accord. Le défaut de conscience entraîne le défaut de communication. Le défaut de communication nous amène dans toutes sortes de directions. Et à la fin, nos âmes essaient de trouver des situations des fois radicales. Oui. Bah oui, si le message ne passe pas... Voilà, c'est ça. Il faut le faire comprendre soit par une maladie, soit par une situation. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis, on parle souvent de miroirs. Les miroirs existent. Mais dès que nous sommes conscients, les miroirs s'arrêtent. Parce que les miroirs deviennent inutiles. Donc on n'appelle plus des miroirs, puisque notre conscience nous montre toutes sortes de situations. Oui, c'est fou ça. C'est comme si quand il y a quelque chose, un trait de personnalité qui va te déranger pendant une certaine période, c'est que tu dois le regarder chez toi. Enfin, oui. Ça se ressent. Oui. Et c'est vrai que là, j'ai pas l'exemple. Mais à certains moments de ta vie, tu te rends compte que ça te dérange plus du tout. Certaines tu t'écouteras. Hein. Je crois que tu as légèrement transformé. Vas-y, dis-moi. Ce que je disais. Parce que c'est un autre point de vue, ça. C'est un autre point de vue. Moi, ce que j'amène, c'est que quand tu n'es pas conscient d'une situation ou d'une autre, tu fais appel, donc c'est un des contrats, à des miroirs. Mais dès que tu travailles sur toi et que tu commences à y voir clair dans les situations, c'est toi-même qui arrêtes l'appel des miroirs. Okay. Et du coup, les miroirs ne viennent plus à toi. Et d'ailleurs, on a tendance à dire qu'un miroir est là, existe pour te refléter des choses que tu ne vois pas ou que tu ne sais pas faire, mais c'est pas complet. Le miroir, il est aussi là pour que tu puisses lui donner l'occasion d'apprendre que en toi existent déjà des trésors qui font qu'on n'a pas besoin de lui et qu'en contrepartie, nous pouvons également être invités à apporter au miroir. Ça, c'est très subtil. Ouais. C'est que le miroir est conçu pour nous rapporter ce que nous avons oublié, mais nos miroirs à nous, à chaque rencontre de miroir, peut également renvoyer des informations pour le miroir. C'est vraiment très important. Et puis, ce que l'autre miroite n'est pas toujours la totalité de l'information. Comme ce que nous miroitons n'est pas toujours la totalité de l'information. Pour avoir la totalité, il faut encore être très conscient. Comment expliquer ça? Par exemple, je suis méchante. Donc, c'est ce que ton miroir essaie de me dire en me disant « Regarde comment tu es méchante. » D'accord. En fait, des fois, c'est pas à me montrer que je suis méchante seulement que ton miroir fait, mais me demander comment fait-on pour sortir de la méchanceté. Donc, et cette partie-là, souvent, est négligée. Parce que les miroirs terrestres se contentent de miroiter, convaincus que quand on miroite, c'est comme si on donnait des baffes pour réveiller l'autre. D'ailleurs, avec orgueil, on dit « Ouais, mais ce n'est qu'un miroir, c'est ton miroir, mais je ne fais que te miroiter. » Et on le dit avec des fois
plus ou moins de violence. Alors qu'un miroir d'amour peut tout à fait dire « je te miroite ça, mais renvoie-moi ce que ça te fait. Et qu'est-ce que tu peux m'apprendre par rapport à ce sujet ?» Là, le contrat, il est complet. Ouais, je comprends. Oui. C'est génial. En fait, c'est très profond. C'est très profond. Donc, on ne peut pas entrer dans le monde des personnages intérieurs, des SPPA, à la légère. Très souvent, dans un stage seulement de 2 jours, heureusement que les gens aient pu lire ou voir des vidéos. Parce que sinon, pour ceux qui n'ont pas lu, qui n'ont pas vu des vidéos, ça peut être d'une complexité. Ouais. Mais en même temps, je me dis, nous sommes en fait des êtres complexes, c'est-à-dire des êtres dotés de beaucoup de bras et de pieds, comme les dieux hindous, là, Shiva, mais à qui on dit, sois simple. C'est-à-dire, rentre tes bras, tous tes potentiels, et sois simple, montre-moi seulement un côté de toi. Comment peut-on faire ça? Ouais. Donc en fait, quand tu te trouves avec un groupe de personnes, Oui. tu vois certaines sous-personnalités émerger. Donc ça, et en fait, le stage, c'est le cadre qui, de par toute ton histoire, là au moins, tu as posé le cadre, les gens viennent te voir pour que tu leur parles de leur sous-personnalité. Donc quelque part, là, j'imagine qu'il y a quelque chose en toi qui est en paix. Tu dis au moins, là c'est le lieu et on te demande. Oui. Hein? Très, très bonne remarque. À vrai dire, donc, lorsque je suis bien et surtout centrée, et ça c'est ma protection, c'est aussi la protection des autres vis-à-vis de moi, je vois ces personnages même sur la route, au marché, au centre commercial, en conférence. Quand je regarde les gens dans la salle, et que je suis justement, parce qu'avant de faire une conférence, souvent, je demande de l'aide. Et je laisse émerger le côté qui est invité, c'est-à-dire l'enseignant ou le chaman. Mais j'ai un côté enfant, je lui dis, non, va jouer dehors. Ou j'ai un côté parent de mes enfants, par exemple, qui disent, oh, mes enfants me manquent, je m'occupe de toi tout à l'heure, mais ne prends pas le dessus maintenant. Ou j'ai un côté épouse de Tal qui regarde son mari. Non, 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 Tal n'est pas ton mari juste là, c'est un partenaire enseignant quand on est ensemble. Et donc, du coup, je vois ces personnages, mais je suis en état d'équilibre. Une fois que je vois les personnages, je suis en état d'équilibre, ils me font sourire, puisque je suis en état d'équilibre. Oui. Alors que si je suis en état de déséquilibre, certains me feront vraiment paniquer. Ouais. Alors que là, malgré les négativités de certains personnages, je les entends et je les comprends. Quand je vais au marché, c'est pareil, je discute avec le vendeur, il y en a de tous les côtés, qui sont de tous les côtés. Mais j'en choisis un à qui je fais face et qui est là pour me vendre, et le reste... Imagine que le vendeur, qu'il me trouve femme séduisante et qu'il a envie de me draguer et se glisse une plaisanterie de me draguer. J'entends et je vois le personnage, mais je le repousse gentiment. Je ne me défends pas, je ne le casse pas, je le repousse gentiment en amenant par exemple un côté parent. Waouh, vous avez de l'énergie, vous, hein? Vous avez encore la vie devant vous, vous avez beaucoup d'espoir. Waouh! Et ensuite, je laisse ce personnage et j'amène ma femme d'affaires. Alors, dites-moi quand même maintenant combien coûte ce légume que vous avez là. Et si la personne m'amène, ouais, mais vous savez, ce genre de légumes, maintenant, c'est empoisonné avec Monsanto et tout ça, d'où le prix, parce que là, je vends du bio. Donc, il part avec un enseignant plaintif qui a quelque chose d'important à dire. Je regarde mon timing, j'évalue que si j'ai que 5 minutes et que je l'écoute m'amener le sujet sur Monsanto et les pesticides et tout ça, je ne vais pas y arriver. Donc, je peux encore choisir
de tendre la perche à ce personnage-là ou de ne pas tendre la perche. Et si je n'ai pas le temps, j'ai dit « Waouh, vous en avez des choses intéressantes. Ben vous êtes là samedi prochain ?» C'est qui apaise son personnage, parce que je ne l'ai pas cassé. Et je retourne. Dites-moi aujourd'hui, parce que j'ai juste besoin de ça et j'ai très peu de temps, s'il vous plaît. Hein? D'accord? Et là, tout va bien. Je n'ai refusé aucun contrat. Ouais. J'ai communiqué. Quelque part, parce que tout ce que quand tu me racontais tout ça, on le vit tous, de toute manière, c'est comme ça, puisqu'on a tous nos personnages, donc énergétiquement, on ressent tout. Pour toi, c'est beaucoup plus en conscience. Oui, voilà. Les images. Voilà, c'est ça. Donc, ça doit être... oui, la plupart du temps, en fait, c'est comme si dans l'intuition humaine, on sait l'existence de ces personnages. D'ailleurs, on les nomme, les côtés, les parties, comme je viens de dire. Mais dans la mise en pratique, la façon de les mettre en place, de nourrir ceux de l'extérieur sans se briser soi-même, de se considérer soi-même avec ses divers besoins, mais en considérant le niveau de conscience et le timing de l'extérieur, ça c'est très important. Ça là, on entre vraiment dans le subtil. Or, on ne peut pas parler de conscience sans entrer dans ça, parce que sinon on parle de conscience et c'est flou, c'est vague, c'est beau et on s'envole de tous les côtés, mais on n'est toujours pas enraciné. Alors justement, là me vient la question, comment tu définis, toi tu l'as appelé Bouboule, l'ego? Oui, alors donc, quand j'ai été amenée voir les personnages, pendant les voyages hors du corps avec les esprits qui m'accompagnaient, un jour j'ai entendu une voix qui dit on parle souvent de l'ego sur la planète Terre. On parle souvent d'une force néfaste dont il faut contrôler, se séparer. On dit des gens qu'ils ont des égos énormes et boursouflés. Je vais te présenter cet ego. Alors, du coup, c'est comme s'il dessinait un cercle. Tu vois un être humain, quand il vient naître dans le sens donc, vertical, il pose d'abord la conscience spirituelle qui est le représentant de l'âme. C'est le premier cercle. Autour de ce cercle se place, parce que la conscience spirituelle engendre la personnalité. La personnalité, ensuite, pour pouvoir grandir, va enfanter les sous-personnalités qui vont avoir chacune une mission à réaliser. Et autour de ces trois principes divins invisibles, se trouve encore un cercle qui s'appelle l'ego. Cet ego est fonctionnel. Il n'était pas doté de conscience spirituelle. Il est comparable à une enveloppe dans laquelle on glisse une lettre qu'on va envoyer à une autre direction pour que le contenu arrive à bon port, et ce n'est que là-bas que l'ego s'efface. Or, vous êtes sur la terre, en arrivant, vous n'avez pas fini, parce qu'il y a le retour. Donc, l'ego ne peut en aucun cas disparaître. Là, j'ai écouté, oui. Et comme vous avez, pour la plupart, quand même, des religieux, des missionnaires, des philosophes, des enseignants, ont quand même retenu, on ne peut tuer aucune des parties qui nous forment. C'est une erreur fondamentale, Joanne, de vouloir tuer l'ego. Vous en avez besoin. Il n'y a pas de cimetière d'ego sur la planète Terre. Alors j'étais là. Ouais, mais si les égos se disputent et c'est à cause de l'ego de l'autre qu'on est comme ça et qu'on le constate vraiment, on ne peut quand même pas laisser faire. C'est la question.
Mais j'étais sur des années de formation. Et du coup, un jour, ils m'ont montré. Tu sais, Joanne, c'est le moment de te montrer qu'est-ce qui a en fait permis à l'ego de devenir ce qu'il est. C'est-à-dire, au lieu de rester une enveloppe fonctionnelle qui contient seulement sans s'impliquer, sans conscience, qu'est-ce qui a fait la naissance de l'ego? Alors voilà, l'être est là avec tous ces personnages et on ne vous a pas dit depuis l'école maternelle que tout ce que vous vivez ne sont que des scénarios de vie. Tout ce que vous vivez découle de contrats. C'est à partir de là que l'erreur est née. Parce que du coup, il y en a qui se sentent victimes que d'autres. Ou en vous, il y a toujours des parties qui se sentent victimes. La sensation d'être victime vient de l'ignorance que tout ce que vous vivez découle des scénarios que vous avez vous-même choisis consciencieusement avant de venir. Je vais avoir un mari qui va me tromper avec ma meilleure amie. Je vais avoir un seul enfant, mais il va mourir tôt. Je vais avoir plusieurs enfants, mais je vais en préférer un et il va mourir. Bref, je vais avoir une sœur qui va être plus jolie que moi. Tout ça ne vient pas du hasard. Tout ça vient de vos choix. Et du coup, quand vous n'assumez pas ce qui vous arrive en vous sentant victime, il n'y a pas de réponse. Intuitivement, du coup, vous priez, mon âme, fais en sorte que je sois au moins plus belle que ma copine alors qu'elle est tout le temps la plus belle à l'école toute l'année, à cette soirée, dernière soirée avant les vacances. Et l'âme vous répond avec amour. Ta copine fait partie de toi. Moi, en tant qu'âme, je m'appelle amour. Amour signifie amour pour toi et amour pour ta copine. Tu ne peux donc pas prier pour que je t'avantage par rapport à quelqu'un d'autre que j'aime tout autant. C'est quand même très clair. Là, du coup, on s'est dit, mais qui c'est qui peut bien m'aider? Ça rejoint un peu d'ailleurs l'aventure de Moïse, lorsqu'il est descendu avec les lois de la montagne, que les gens ont trouvé d'autres dieux. En fait, on était là. Si on prie l'âme, elle n'arrête pas de nous renvoyer à l'amour. À chaque fois qu'on prie l'âme, elle n'arrête pas de nous envoyer à nous intéresser à l'autre. Elle n'arrête pas de nous inspirer à comprendre ce qui se passe. Elle n'arrête pas de nous inspirer à nous poser des questions respectueuses de tout le monde. Mais qui peut bien m'aider? Alors donc, on voit qu'on a une enveloppe, on la personnifie, on la réveille, on a dit, toi t'es l'enveloppe. Regarde, c'est mon père, mais il me prend jamais sur les genoux. Il est dangereux pour moi. Et l'ego, pour cette première seconde d'éveil, à ton père. Et il garde la vibration de ton père en plus de l'image de ton père. Donc, où qu'il soit ton père, qui se réincarne, Boubou l'a dans son système. Regarde, c'est ma mère. Elle est toujours la plus jolie. Et dès qu'on a des invités, elle ne se laisse pas abattre. Et en plus, elle est plus proche de papa. Et dès que j'essaie d'avoir mon papa, moi toute seule, il faut qu'elle intervienne. Ah, c'est dangereux ça. Oh, ta mère. Et ma soeur, regarde. Et mon collègue de travail. Oh. Et mon frère. Oh. Et mon ami. Hein? T'appellerais une amie ça, quelqu'un qui, elle a fêté le baptême de sa fille. Elle ne m'a même pas invitée. Au lieu de dire, est-ce qu'elle avait le moyen ou qu'est-ce qui l'a empêché de le faire? Alors Bouboule, et tu vois là, c'est mon voisin, mais il a une belle voiture, alors que moi je n'en ai pas. C'est pas juste, En fait, Bouboule se réveille avec que des mémoires négatives et avec la sensation que nous sommes en danger. Or, il existe pour nous protéger lui aussi, mais pas nous protéger des autres et de la vie. C'est ça le problème. Ce qu'on en a fait, c'est un monstre qui nous protège des autres et de la vie elle-même. Et depuis ce moment-là,
On s'est coupé avec la lumière, avec la conscience, avec l'âme. Et on met en compétition la voix de l'âme avec la voix de l'ego. Mais plus on travaille sur soi, plus l'ego se sent en danger. Et ça forme ce qu'on appelle un ego spirituel, qui ne va pas se conduire de manière brute comme tous les égos des gens qui n'ont jamais travaillé sur eux, mais de manière subtile, plus difficile à attraper. C'est comme ça qu'on peut exercer la méchanceté sans élever la voix. C'est comme ça qu'on peut tout à fait déchiqueter l'autre avec une réflexion, mais en y mettant un peu de lumière là-dedans, du style, mais tu sais être de lumière comme tu es, si tu n'y arrives pas, c'est que encore il te faut marcher un peu plus haut que ça. Et on casse, et on casse. Et en fait aujourd'hui, pour moi, à mes yeux, nous sommes encore sous l'ère de l'ego, de Bouboule, parce que la vie de Bouboule est comparable à ce qu'on a fait des pitbulls, cette race de chiens, qu'on a dégénéré à force de leur demander d'être des gardiens, de leur insuffler qu'on est en danger, de les attacher, de leur donner à manger et de les frapper s'ils mangeaient des mains d'une autre personne. En fait, c'est ça qu'on a fait avec nos égos. Et donc, il y a le pitbull, diminutif de pitbull, c'est boule. Et j'ai eu un chien, quand j'étais enfant, que j'ai appelé Bouboule, parce que c'était une boule de poils. En fait, j'ai donné ce nom de Bouboule à l'ego, en voyant que ça vient de pitbull, et en mémoire de ce petit chien que j'avais, qui est mort jeune et qui était adorable comme tout. Et le travail que je fais faire également sur Bouboule est unique. La présentation de Bouboule est absolument unique. Nous parlons ici en interview et par moment, il y a quelqu'un qui passe par la fenêtre. Ouais. Mon âme me dit, ce n'est rien, parce que mon âme oriente vers l'amour, vers la sécurité, pacifie pour que tout se passe bien. Mais mon Bouboule a la mémoire d'avoir été perturbé, se sent en danger, trouve que c'est dangereux, s'excite en disant il faut vraiment mettre un panneau derrière, il faut dire aux gens. Alors que certaines de mes facettes sont inspirées à aller dans l'amour, la tolérance, la compassion, la compréhension. Et Bouboule, chaque fois qu'il y a une ombre qui passe, je l'entends. D'une intolérance incroyable, envie de... Parce que Bouboule a un livre d'or. Et dans son livre d'or n'existent que des expériences négatives. Il n'a que les mémoires négatives. Donc, il se rappelle des coups, des emprisonnements, des répressions. Des fois, on a été dérangé. Des fois, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de quelque chose. Et surtout, il sait que les autres ont aussi des égos qui peuvent réellement faire exprès tout ce que j'ai énuméré pour nous casser. Mais quand on est égo contre égo, c'est le cas actuellement, c'est la guerre. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de compassion. Mais si on apprend que tous, de tous les côtés, que ce ne sont là que des égos, et ils se sont éveillés à cause de nous. C'est nous qui leur avons confié le pouvoir, et pour ça, il reste une mission supplémentaire, en plus des missions des SPPA, c'est celle d'aller spiritualiser Bouboule pour en faire, non un pitbull méchant, mais un Saint-Bernard qui porte secours à des personnes en danger. On va rappeler à Bouboule que nous sommes une famille, nous sommes formés d'un seul et même corps, et que ce qui arrive aux uns me font mal à moi. Ce qui arrive à l'un ou à l'autre m'affecte. C'est un peu comme le tsunami. Ça a beau se passer au Japon, mais en souterrain, la planète en entier a été affectée par toutes sortes de choses, la vibration, les poisons, etc., etc. Et à l'origine, dans mes voyages hors du corps, j'ai même pu voir, grâce aux esprits, aux guides spirituels, en fait, nous avions la sensibilité de tout.
nous percevions la sensibilité des étoiles, la sensibilité des mouvements de la Lune, des planètes. Nous vivons ce que vivent les uns et les autres et de tous les règnes. D'ailleurs, j'ai fait un peu des descriptions dans mon premier livre intitulé Debout les petits dieux, qui est devenu Debout petits dieux aujourd'hui, où je raconte les fonctions de nos organes des sens, que la langue goûte au-delà de ce qu'on sait, qu'elle peut faire le tour de la planète, que les yeux voient, ça dépasse l'entendement, parce que tout simplement nous sommes en fait des êtres divins, mais extraordinaires. C'est pas pour faire un compliment, encore moins bidon, mais c'est un constat. Nous sommes des êtres absolument extraordinaires et nous ne pouvons pas être étudiés avec les appareils que nous avons actuellement sur la planète Terre, parce que ce qui nous permet de percevoir, c'est la conscience. Ce qui nous permet de percevoir, c'est l'amour. Et dès qu'on sort de la conscience et de l'amour, on tombe dans l'ignorance, dans une vibration naturellement inférieure. Alors donc aujourd'hui, je propose à tout le monde la technique qui consiste à coucher Bouboule. Dès que Bouboule, comme moi tout à l'heure, je panique parce qu'il y a des ombres, des gens qui passent, très rapidement, je dis Bouboule, ce n'est rien. Couchez Bouboule, en arrière Bouboule. Et pourquoi pas de lui rappeler, de le caresser en lui rappelant des ans. Tout va bien Bouboule. Mais jouer à être, c'est vivre. Oui, c'est ça. Et vivre, c'est c'est apprendre toutes sortes d'attitudes, de comportements, jusqu'à trouver celle qui nous convient et à trouver celle qui pacifie l'autre. Et ça, c'est possible. C'est difficile dans un interview de ramener tout ça, parce que c'est vraiment très profond, très dynamique et très complet. C'est des enchaînements. On ne peut pas seulement prendre, tiens, on est porteur de facettes, on s'arrête là. Tout a un sens, tout s'imbrique. Par contre, on peut dire que tout s'imbrique merveilleusement bien pour faire de nous des êtres épanouis dans toutes les directions. Des êtres multipotentiels qui ont la capacité de toucher à tout, de pouvoir tout soigner, de pouvoir tout faire évoluer. Et tout ça en éclatant de rire. Et d'ailleurs, dans cette histoire des SPPA, ou même dans notre vie de couple, sans la mise en pratique de ces SPPA, on ne serait pas là, parce qu'on est tellement différents. Et sans éducation, au départ, on amenait n'importe quel personnage. Et on se marchait dessus, pas seulement en couple, mais aussi avec nos enfants. C'est la même ambiance. Jusqu'à ce qu'on découvre que dans son enfant, il y a d'autres personnages. Et que ces personnages méritent d'être entendus. Et qu'on fait des contrats. Si j'entre dans une pièce et que mon fils enseigne, est-ce que je montre par tous les moyens que c'est mon fils? Ou est-ce que je m'assois comme élève? Parce que le personnage qui parle chez lui n'est pas mon enfant. C'est pareil, quand on est en vie de couple. Je vois, par exemple, mon mari, souvent en stage ici, en train de sortir, puisque on enseigne chacun son tour. Pendant que j'enseigne, je le vois sortir, s'en aller. Je capte qu'il va se baigner. J'entends une facette qui dit « Ah, attends-moi, j'ai envie de venir avec toi. Non, j'ai envie de venir. » Jusqu'à ce que j'appelle ce personnage en disant « Mais oui, c'est pas forcément la femme de Tal, hein. Ça peut être même une petite fille qui prend Tal pour un parent. » Tout ça, c'est juste. Ouais. Alors, je me retourne rapidement vers le personnage pendant que je continue avec les stagiaires. Ça va, ça va, ça va. Je te promets que je t'amènerai à la rivière tout à l'heure. Et puis, tu sais, Tal va revenir. Et puis, il va t'inviter plus tard. Mais en fait, c'est à la fois très passionnant, mais très drôle. Ouais. Mais là, du coup, la facette dit, c'est vrai, tu promets? Oui, oui, je promets. Elle s'en va jouer dehors. C'est un peu comme avec les enfants en bas âge.
Quand l'enfant voit son père partir au travail, qui dit « Est-ce que tu m'emmènes un camion ?» dit le petit garçon. « Je veux un camion. D'accord, tu vas travailler, mais ramène-moi un camion. » Quand le père revient, il faudrait qu'il se rappelle qu'il a promis de ramener un camion, même si le personnage de l'enfant n'est pas là. Parce que plus tard, il sera là et il sera déçu. Et c'est là qu'il faut communiquer. Je me rappelle, mon trésor, que tu voulais un camion, même si tu as déjà oublié. Je n'ai pas oublié, mais je n'ai pas le temps. C'est dans mon agenda. Tu l'auras, ton camion. Ne panique pas, parce que je t'aime. Et c'est ce qui nous manque sur la planète Terre. On croit que parce que les gens n'en parlent pas, ils ont oublié. Et du coup, on leur marche dessus. On croit que tous les contrats que nous leur proposons font d'eux des winners, des gagnants. On ne sait pas faire gagnant. Ces petits côtés malins ou qui avancent tout seuls, égocentriquement, en fait, ce sont des côtés qui n'ont toujours pas véritablement intégré que nous sommes un. Nous formons un seul et même corps, que le bonheur des uns font la joie des autres. L'épanouissement des uns font la grandeur des autres. On ne peut pas être tout seul à vivre abondant dans tous les sens du terme, sans voir les autres, parce que du coup, on attire des jaloux, et puis ensuite, nos facettes qui ne se sentent pas bien avec ça même, vont nous saboter de l'intérieur. Alors, on va se fâcher contre qui, pour finir? Contre soi-même ou contre les autres? Soi-même parce qu'on est d'accord avec les autres, ou les autres parce qu'ils sont d'accord avec les parties qui nous composent? Alors voilà.